Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue en ce lundi pour ce nouvel épisode de Astronomer at Home. Voilà, avant de commencer, on va souhaiter donc la bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue Pélénope, bienvenue Yo, salut Lorraine, Péborel, Général Lee, Gabriel, Jeff, Altasio45, Mouche, Poupoule et Gabriel. On voit qu'on a quand même le noyau dur, hein, le noyau dur de la chaîne, toujours fidèle au rendez-vous. D'ailleurs, merci bien sûr à vous d'être toujours aussi fidèle. Voilà, salut Vibration Galactique. Ah, c'est un nouveau pseudo qui est arrivé. Et ce soir, donc j'ai le plaisir de recevoir un nouvel invité. Il s'agit aujourd'hui de David Droz, qui est doctorant à l'université de Genève. Bonjour David. Bonjour à tous, bonjour à tout le chat. Je crois qu'il y a déjà toute la liste des pseudos qui a été faite. C'est C'est bon. ça. C'est ça, Onerio aussi, Max Astromusique qui est là, voilà, tout le monde est en train d'arriver petit à petit. Alors évidemment, vous le savez, hein, à chaque édition, à chaque émission, un ou une nouvelle invitée, un ou un nouveau sujet aussi à chaque fois. Et aujourd'hui, David, tu vas nous parler de plusieurs choses. Tu vas nous parler de ton sujet de thèse, donc de recherche, qui est sur les rayons cosmiques, c'est ça? Et puis sur les moyens que toi tu utilises pour étudier l'univers avec ça, c'est ça? Oui, parfaitement. Donc, Je donc te- ouais, Vas-y, je t'en prie. j'ai fait une thèse en rayons cosmiques depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis en train de finir. Thèse qui porte sur principalement l'analyse de données d'un détecteur que nous avons déployé au sein d'une collaboration internationale et qui prend des données depuis 5 ans, qu'il s'agit d'analyser pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe là-haut. D'accord. Du coup, on est d'accord que toi, ton sujet de thèse, c'est les rayons cosmiques. Alors c'est vrai que c'est un joli nom, un rayon cosmique, ça fait très vieux film des années 80, ou vieux dessin animé des années 80. Juste avant de parler de ton travail à toi en particulier, est-ce qu'on peut revenir 2 petites secondes sur les rayons cosmiques? Qu'est-ce que c'est que les rayons cosmiques? Donc les rayons cosmiques, il faut imaginer, j'aime bien appeler ça une radioactivité de l'espace, en fait. La radioactivité sur Terre, c'est quand on a des atomes qui vont se briser spontanément et émettre des particules subatomiques qui peuvent être nocives. Puis dans l'espace, on a le même type de particules subatomiques qui nous viennent d'assez loin. On ne sait pas exactement d'où en fait, et qui ont des énergies par contre beaucoup plus élevées que la radioactivité. D'accord. Euh, la radioactivité, donc on est d'accord, la radioactivité c'est un phénomène qui est terrestre, hein, qui vient Ouais. des atomes radioactifs qui sont dans le manteau terrestre, à la surface, dans notre corps même, dans les objets qui nous entourent. Et donc il s'agit de quelque chose d'assez similaire. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux rayons cosmiques. Ça fait à peu près un siècle. Je peux revenir sur l'histoire un petit peu de comment on a découvert ça. Euh, donc il y a 150, 200 ans, plein d'expériences qui se faisaient sur l'électricité et sur l'électrostatique. Il y avait un appareil qu'on appelait un électroscope qui servait à emmagasiner des charges électriques. Et on s'est rendu compte assez rapidement que l'électroscope, il avait tendance à se décharger tout seul. Dans les charges électriques qui étaient contenues dedans disparaissaient simplement. Puis on ne savait pas trop exactement pourquoi. Au début du XXe siècle, on a découvert la radioactivité. Et du coup, il y a eu plein de gens qui ont pensé que l'électroscope se déchargeait à cause de la radioactivité terrestre. Parce que les particules de la radioactivité, elles sont chargées électriquement et donc elles vont créer des interactions avec l'électroscope, ce qui va le vider. Tiens, Donc, je te mets ici une image d'un électroscope. Voilà.
Ouais, parfait, exactement. Donc là, ce qu'on voit en bas, c'est deux feuilles d'or qui, sous l'effet des charges électriques, vont se repousser l'une l'autre. Et du coup, comme elles sont chargées, elles restent à distance et lorsqu'elles se déchargent, elles se rapprochent. Effectivement, Euh, normalement, quand on charge cet outil, comme il est isolé du reste du monde, ben, les charges sont pas censées partir et donc on est censé avoir une charge répulsive sur les deux petites lames qui est permanente et qui reste de manière constante. voilà, exactement. Et puis, ce qu'on avait vu, c'était que même isolé, cet appareil, les deux petites lames retombaient toutes seules, même si l'appareil était parfaitement isolé. Ce qui veut dire que quelque chose faisait fuiter ces charges quelque part. Exactement. D'accord. Et on s'est dit que c'était dû à la radioactivité qui est contenue dans la croûte terrestre. Et donc, une manière de vérifier ça, c'est de monter en altitude pour vérifier euh, si la décharge de l'électroscope diminue, en fait. Donc, on se dit, si ça vient de la Terre, si on monte en altitude avec un électroscope, il devrait se décharger plus lentement. Ça devrait mieux marcher. Ouais. Puis, il y avait eu des gens qui avaient dit, non, ça vient pas de la Terre, ça vient de l'espace. Et du coup, là, pour vérifier ça, on aurait observé le phénomène inverse. Ça veut dire que si on prenait de l'altitude, là, l'électroscope aurait commencé à se décharger plus rapidement. Et il suffisait de le faire. Il suffisait de le faire, alors bon, il fallait le faire. À cette époque, les avions, ça ne fonctionnait pas encore parfaitement bien. Là, vous voyez à l'image Victor S., qui a obtenu le prix Nobel pour la découverte des rayons cosmiques. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a grimpé dans un ballon stratosphérique. Il est monté à une altitude de 6000, 7000 mètres, je ne me souviens plus exactement, et il a observé que quand on commençait à monter de quelques centaines de mètres, l'électroscope se déchargeait plus lentement, Ce qui veut dire qu'il y avait bien des particules au sol qui n'étaient plus là quand on était en altitude. exactement. Puis, quand on continue à monter, là, l'électroscope se déchargeait beaucoup, beaucoup plus rapidement, et même beaucoup plus rapidement que sur Terre. Donc ça voulait dire qu'il y avait vraiment des particules, et beaucoup de particules très intenses, qui venaient d'en haut. D'accord, qui venait de l'univers, du ciel. Voilà. D'accord, donc ça c'est c'est le début de la découverte de ces fameux rayons cosmiques. Voilà. Et, Après, il y a eu... Ouais. pardon, non, bah justement j'ai une petite question là de Onero qui demande des particules. J'ai cru qu'on parlait de rayons. Alors c'est vrai qu'on parle de rayons cosmiques, de particules. Est-ce que c'est la même chose? Oui, alors, quand on parle de radioactivité, euh, on dit rayon, ou on peut dire aussi particules. En fait, ça fonctionne, c'est la même chose, c'est deux termes parfaitement synonymes. D'accord, Et pareil pour les rayons cosmiques. En fait, c'est un rayonnement cosmique, c'est fait de rayons, et ces rayons sont des particules subatomiques. en fait ça vient du moment où on ne savait pas encore trop ce que c'était, donc on savait que ça filait comme ça dans l'espace, donc on appelait ça rayon. Et puis quand on s'est aperçu que c'était des particules, bah, comme le nom était déjà installé, on a gardé le nom rayon cosmique, même si ce n'était pas des rayons du Soleil. Voilà. On utilise aussi le terme astroparticule pour décrire ce domaine. D'accord. Alors justement, il y a Altasio là qui demande Ouais. de mémoire, les rayons cosmiques sont constitués notamment de neutrinos et de muons. Qu'est-ce que t'en dis? Al- Alors, oui, mais pas seulement. Donc, les neutrinos, on peut peut-être montrer l'image Oui, cr.jpg, quelque tout chose. à fait. Ça, je l'avais mis. C'est celle-ci. Là, là, voilà, parfaitement. Donc, sur cette image, on voit, bon, en haut à gauche, c'est une représentation artistique d'un trou noir avec de la matière qui tombe dessus, qui est un type suspecté de source de particules, D'accord. de source de rayons cosmiques. On n'est pas encore sûr, mais on suspecte fortement que beaucoup de particules à très haute énergie viennent de là. Et donc, dans l'espace, on a vraiment trois types de rayons cosmiques. On va avoir les photons.
ça veut dire juste la lumière normale, mais à très haute énergie, qui peut être en rayon X, en rayon gamma. C'est sur l'image, vous voyez le trait jaune. Donc, On a, donc les photons, comme c'est des grains de lumière, hein, c'est de la lumière. ouais, exactement. Ok. On a, comme tu l'as dit, Altasio, des neutrinos. Ceux-là, ils ont la particularité d'être extrêmement légers et de n'interagir que très faiblement. Ça veut dire qu'ils sont capables de traverser notre planète comme s'il n'y avait rien, comme si c'était du vide, ce qui est quand même assez particulier, sachant que tous les autres rayons cosmiques sont arrêtés après quelques centaines de mètres dans l'atmosphère. D'accord. Et puis le troisième type de particules, ça va être les particules chargées, qui vont être surtout des protons, en fait. Le proton qui est un des constituants de l'atome. On va aussi avoir des électrons et puis des noyaux d'hélium, d'oxygène, de carbone, suivant plus ou moins la répartition des éléments dans l'espace. Et donc ça, Là, vas-y. ouais, Excuse-moi. Non, je t'en prie. donc là où le muon intervient, c'est quand un de ces rayons cosmiques, un proton, va interagir dans l'atmosphère terrestre et il va libérer plein de particules, dont des muons. Et les muons ont la particularité qu'ils pénètrent très fortement dans l'atmosphère et ils arrivent jusqu'au sol. Donc depuis le sol, on peut détecter les muons, tandis que d'autres particules qui sont créées n'arrivent pas au sol. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est une représentation. De nouveau, ça, c'est une représentation artistique. On n'arrive malheureusement pas à voir ça de vrai, d'un rayon cosmique qui arrive dans l'atmosphère. Vous voyez un trait qui tombe sur Terre, et ce qui se passe, c'est comme ils ont énormément d'énergie, ils, vont, ils peuvent frapper un atome de l'atmosphère terrestre et briser cet atome. Et les fragments de cet atome, ils ont eux-mêmes beaucoup d'énergie, qui peuvent ensuite aller frapper d'autres atomes et les briser à leur tour. Et ça fait toute cette structure qu'on appelle une gerbe ou une douche. Ça a plus ou moins la forme d'une douche. Et ça continue petit à petit, ça perd de l'énergie et le nombre de particules augmente jusqu'au moment où il n'y a plus assez d'énergie pour continuer les réactions. D'accord. Euh, Donc ouais, je vois juste la je question t'en prie. de Pénélope 6. Le parcours de ces rayons n'est pas rectiligne. Ça dépend. Donc, les photons, les neutrinos sont rectilignes, mais les rayons chargés ne le sont pas. La raison, c'est que dans l'espace, il y a des champs magnétiques qui peuvent être créés par les étoiles, mais aussi des champs magnétiques galactiques. Dans notre galaxie, il y a tout un champ magnétique qui couvre l'entièreté de la galaxie. Et une particule chargée dans un champ magnétique est courbée. Donc, ça fait que la particule, au fur et à mesure des champs magnétiques qu'elle rencontre, elle va être déviée à gauche, à droite, dans tous les sens. Et si on a de la chance, elle arrive jusque chez nous. Donc ça veut dire effectivement que du coup quand on regarde l'origine d'un rayon cosmique, s'il a été créé par un photon ou un neutrino, si on repère la direction d'où il vient, on est à peu près sûr d'aller chercher dans cette direction-là dans l'univers pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Par contre, si c'est une particule chargée, elle peut avoir fait 3 fois le tour de la galaxie avant de nous arriver dessus, ce qui fait que le sens d'arrivée finalement est moins pertinent pour nous parce qu'il peut avoir fait plein de virages entre l'origine et l'arrivée, hein, c'est ça? Ouais, exactement. C'est d'ailleurs une des plus grandes difficultés qu'on a dans le domaine, parce que j'ai dit tout à l'heure que on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Donc, la plupart des rayons cosmiques, l'immense majorité des rayons cosmiques sont chargés. Ouais. Les photons, les neutrinos sont assez rares. Merci Flo. Euh, ils sont assez rares. Les autres sont chargés. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils viennent de toutes les directions en même temps, euh, a priori sans direction privilégiée. Mhm. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent en fait.
si on peut pas, quand on prend une photo du ciel avec le télescope spatial Hubble, on voit une étoile, on voit vraiment un point précis dans le ciel, et on peut dire c'est cette étoile qui émet la lumière qui nous arrive. Mais pour un rayon cosmique, on ne voit pas de point en fait. Ça vient de partout, c'est diffus, et du coup, on ne sait pas, d'où il vient. D'accord. Donc en fait, c'est simplement parce que du coup, ce qu'on observe le plus, c'est malheureusement ce qui est le plus dévié, et comme c'est dévié dans tous les sens, ça trouble l'image. C'est-à-dire que s'ils arrivaient en ligne droite, on verrait des points brillants d'origine de rayons cosmiques que là on ne voit pas, hein, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. D'accord. Et ben justement, on a Yo là qui, on aurait scripté l'intervention, ça aurait été quasiment l'ordre dans lequel on aurait pris les questions. Ouais, Merci à vous, c'est la question parfaite. c'est la question parfaite. Voilà, Yo qui nous demande, et ben alors du coup, ces fameux rayons cosmiques, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Ouais. Alors, ils peuvent nous apprendre, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Historiquement, euh, ça a été le départ de la physique des particules, en fait. La découverte de l'antimatière, elle s'est faite par rapport aux rayons cosmiques. Parce qu'il y a des particules d'antimatière contenues dans les rayons cosmiques. Et du coup, d'abord, elle avait été théorisée mathématiquement. Et la première observation, ça a été dans le rayonnement cosmique. On a aussi eu d'autres types de particules qu'on ne suspectait pas jusque-lors, qui ont été observées dans des interactions créées par des rayons cosmiques. Oui, Après, plus tard, la physique des particules, elle s'est plus orientée sur les accélérateurs, parce que les accélérateurs, ça fournit un environnement beaucoup plus contrôlé. Donc, c'est comme ce qui se passe au CERN avec le Grand Collisionneur de Hadron, le LHC, où là, c'est un environnement très contrôlé avec des rayons très intenses qui permettent de vraiment étudier les particules. Mais on est revenu sur les rayons cosmiques, pas vraiment pour étudier le, la physique des particules en elle-même, mais vraiment cette fois pour étudier l'espace. Donc, une chose très importante qu'ils peuvent nous dire, c'est les sources, en fait. C'est qu'est-ce qui produit des rayons comme ça. Parce que ces rayons, ils ont une énergie qui peut être énorme. Quand on dit énergie, ça peut aussi dire vitesse. Il y a certaines particules qui ont été détectées qui allaient à 99,999, il y a 22,9% de la vitesse de la lumière. Donc, d'accord. qui, qui va vraiment très vite. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est quel genre de phénomène peut accélérer une particule à des énergies pareilles. Ce genre de phénomène, ça peut être les trous noirs, ça peut être les étoiles à neutrons, ça peut être les sursauts gamma, ça peut être tout ce genre de phénomènes extrêmement violents, mais extrêmement exotiques aussi, qu'on trouve dans l'univers. D'accord. Ça, c'est une première chose qu'ils peuvent nous apprendre. Une autre chose qu'ils peuvent nous apprendre, c'est sur le milieu interstellaire. Tout à l'heure, j'ai dit que les particules chargées, elles sont déviées par les champs magnétiques. Donc, du coup, si on peut savoir d'où elles viennent et comment elles sont arrivées jusque nous, on peut retracer ces champs magnétiques, on peut retracer le milieu interstellaire, le milieu intergalactique, et savoir du coup qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Ok. Donc en fait, on va se servir des rayons cosmiques à la fois pour connaître leur origine, mais aussi comme sonde du milieu qu'ils ont traversé entre leur origine et puis ce qu'on a nous maintenant. Ouais, exactement. Exactement. On a ces deux aspects. Il y en a qui disent que la physique des rayons cosmiques, elle a créé un paradigme qui est le paradigme de l'univers invisible, en fait. Parce qu'avant, on avait l'univers visible qu'on peut voir avec les télescopes normaux, donc c'est simplement la lumière, et puis l'univers invisible qui est fait de toutes ces particules, de ces champs magnétiques, de tout genre de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut quand même étudier grâce à ces rayons. D'accord. Euh, Vas-y, je te laisse prendre une question ou alors.
Ouais, j'en vois plein. Oui, il y en a plein. Pour déjà Genre, éliminer une petite erreur. Oui, pardon, excuse-moi, je t'en prie. je vois Pénélope qui dit que les particules de basse énergie, c'est le Soleil. C'est tout à fait vrai. Euh, le vent solaire empêche les particules à basse énergie qui viennent d'ailleurs d'arriver jusque nous. Et on a observé que les particules de basse énergie sont beaucoup plus intenses, sont beaucoup plus nombreuses quand il y a de l'activité solaire. Mais à plus haute énergie, ça vient d'ailleurs, ça vient pas du Soleil. D'accord. Et justement, alors il y a plusieurs personnes qui se posent des questions sur l'origine. Alors Sinerta, par exemple, te demande si, quand on parle de rayons cosmiques, est-ce que ça a un lien avec le rayonnement fossile ou pas du tout. Et puis en dessous, on a Altasio qui te demande si les supernovas font partie aussi du phénomène. Alors, pour le rayonnement fossile, non, pas vraiment. Le rayonnement fossile, ça nous vient du Big Bang, c'est donc ce fameux fond diffus cosmologique. Euh, mais disons, les rayons cosmiques sont à très hautes énergies et le fond diffus cosmique est à très basse énergie. C'est C'est pas le même phénomène. c'est pas tout à fait le même phénomène, non. D'accord. Et Euh, puis, il y avait la question des supernovae. Alors oui, c'est une possibilité. Il y a des gens qui ont fait des calculs sur le taux de supernova qu'on peut s'attendre. Et ils ont dit que seulement 10% des supernovae seraient suffisantes pour expliquer la quantité de rayons cosmiques qu'on reçoit. Donc c'est tout à fait une possibilité que les supernovae sont des sources de rayons cosmiques, mais les sources euh, les plus probables, je vais le dire comme ça, c'est plutôt les restes de supernovae. Donc les nébuleuses et les pulsars qui résident dans ces nébuleuses, les étoiles à neutrons, qui ont des mécaniques assez particulières qui pourraient accélérer ces rayons cosmiques. je te mets cette Ouais, image que tu parfait, voudras peut-être parler. parfait. Ça, c'est la nébuleuse du crabe. Donc, aux alentours de l'an 1000, les astronomes chinois avaient observé une nouvelle étoile dans le ciel, qui a disparu après quelques mois. C'était une supernova. Et puis, cette supernova, maintenant, quand on l'observe, elle ressemble à ça, elle ressemble à cette nébuleuse. Ça, c'est une image composite où on a à la fois la lumière visible qui a été prise par le télescope Hubble et de la lumière rayon X. Ce que vous pouvez voir dans l'image, c'est qu'il y a une espèce de forme tourbillonnante autour d'un point brillant central. Ça, c'est le terme technique pour ça, c'est les vents de la nébuleuse. Au centre, il y a une étoile à neutrons qui est le reste de l'étoile qui a explosé. L'étoile a fait une supernova. Euh, Après cette explosion, ça a créé un objet extrêmement dense. Pour imaginer la densité, c'est un objet qui fait la masse du Soleil, mais la taille de Paris, C'est une en sacrée gros. concentration. C'est hyper concentré. J'avais vu un truc que si on prenait une cuillère à café d'étoiles à neutrons, ça ferait le même poids que l'Everest ou un truc comme Oui, ça. on est sur l'ordre du milliard de tonnes, un truc comme ça, par Ouais, cuillère à café. Ouais. voilà. Et donc là au centre, il y a une étoile à neutrons qui a aussi des champs magnétiques extrêmement intenses et qui tourne très vite sur elle-même. Et à cause de ces champs magnétiques intenses, ça influe toute la nébuleuse autour et ça, donc, ce, cette spirale qu'on voit, ce cercle qu'on voit dedans, c'est créé par la rotation de l'étoile à neutrons qu'il y a dedans. Et c'est un candidat très probable d'accélération de rayons cosmiques. D'accord. C'est-à-dire que le rayon cosmique serait pas forcément émis en un temps très très court sur une impulsion, mais ça pourrait être aussi émis tout au long de la vie de ce résidu de mort d'étoile. Oui,
Ce genre d'objet, il peut vivre pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers, et du coup, on aurait une injection continue de rayons cosmiques par cet objet. Mais on peut D'accord. aussi avoir des injections. On n'est pas encore tout à fait sûr exactement de quel type de source contribue à quel niveau, mais ça me semble légitime d'imaginer que des supernovae ou des sursauts gamma, euh, qui sont des événements très ponctuels, très soudains, puissent injecter des particules à très haute énergie dans le cosmos. D'accord. Et donc du coup, ce genre de mécanisme va effectivement disperser ces particules. Est-ce que ça les disperse dans tous les sens ou est-ce qu'il y a un sens privilégié ou est-ce que comme le Soleil, ça brille de manière isotrope comme ça envoie euh, les choses de... Alors, bonne, Ap- bonne question. Après, c'est peut-être pas forcément ton domaine, hein. Je veux pas... tu me dis si je te mets en difficulté et... Disons ça, je suis pas assez sûr pour pouvoir répondre à coup sûr sans dire de conneries. Pas, pas de souci. Il y a aucun problème. Ça marche. Bah justement, alors du coup, passons à une autre question, mais du chat cette fois-ci. C'est Général Lee qui te demande, alors tant qu'on en est à utiliser les rayons cosmiques pour sonder tous les trucs les plus mystérieux de l'univers, pourquoi pas la fameuse matière noire. Est-ce que l'observation des rayons cosmiques peut nous aider à comprendre finalement ce qu'est cette fameuse matière noire? Alors, oui, c'est même un domaine de recherche très, comment dire, Très très actif? recherché, très actif, voilà. Euh, Parce que justement, les particules enfin, la matière noire, d'abord, pour rappeler ce que c'est une matière hypothétique qui serait 5 fois plus nombreuse que la matière normale et qui aurait un peu partout dans le cosmos. Qui, disons, elle est, on l'a théorisée après avoir vu que les galaxies et les étoiles se déplacent, se comportent comme s'il y avait énormément de masse manquante qu'on n'arrive pas à voir. Mhm. C'est ça qu'on appelle la matière noire ou la matière sombre. Maintenant, une des théories les plus recherchées, les plus sérieuses sur cette matière sombre implique qu'elle est faite de particules et que ces particules peuvent, euh, peuvent réagir entre elles et libérer des rayons cosmiques à très haute énergie. Donc, D'accord. quand on étudie les rayons cosmiques, il se pourrait il se pourrait qu'on observe un excès de rayons cosmiques à une énergie très spécifique, qui, si on observait ça serait un signe extrêmement clair que des particules de matière sombre ou que des particules inconnues sont en train de faire des réactions quelque part dans la galaxie. D'accord. Et du coup, je vais directement à la conclusion, est-ce qu'on a déjà observé un tel signal ou pour l'instant on le cherche encore? On cherche encore. D'accord. Dans les résultats de ces dernières années, c'est toujours un peu flou. Il y a, il y a beaucoup de signaux qu'on observe, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, à chaque fois qu'il se passe ça, dans la communauté, il y a immédiatement deux types de personnes. Tu as ceux qui disent: ah, c'est un signal qu'on n'avait pas prévu, à coup sûr, c'est la matière sombre. Et tu as les autres qui disent: ouais, non, on arrive peut-être plutôt à trouver une explication astrophysique qui ne fait pas intervenir la matière sombre. Et à chaque fois, il y a des modèles qui sont comparés et il n'y a jamais vraiment de gagnant dans ce débat, qui est un débat extrêmement actif. Et on attend plus de données au fur et à mesure des années euh, pour, euh, pour espérer trouver un signal ou pas. D'accord, ça marche. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être sûr qu'aucun autre phénomène n'est à l'origine de ces particules pour pouvoir dire c'est sûr, c'est clair, il n'y a plus que la matière noire qui peut expliquer ça comme ça. Voilà, Donc voilà. il vaut mieux ne pas s'emballer et essayer d'éliminer patiemment toutes les solutions possibles. Et une fois qu'il n'y en a plus aucune, à ce moment-là,
eh bien, envisager des choses un peu plus alternatives, comme le fait que ce soit la matière noire, hein, c'est ça. Voilà, exactement. D'accord. Je vois pas mal de questions sur le chat. Est-ce que Vas-y, je les prends vite au vol? vas-y, je t'en prie. Alors, Pénélope, est-ce qu'on pourrait utiliser le rayonnement cosmique comme un moyen de propulsion? Je ne pense pas parce que même s'il est à très haute énergie, il n'est pas assez intense. C'est-à-dire, une particule toute seule a beaucoup d'énergie, mais il y a peu de ces particules. Donc, du coup, je pense que ce n'est pas vraiment utilisable comme un moyen de propulsion façon voile solaire. Altasio qui parle d'Ice Cube, tout à fait. Ice Cube est un observatoire de neutrinos qui est au pôle sud, que d'ailleurs, je crois, c'est mon observatoire préféré en rayon cosmique. Ce truc est génial. Et puis Et il est classe, même l'architecture ouais. est classe. Non, ils ont réussi à transformer 1 km3 de glace du pôle sud en un détecteur de particules. C'est fort. C'est très fort. Et, du coup, j'adore ce machin. Et ouais, c'est un observatoire principalement de neutrinos, mais ils font aussi un peu sur les autres rayons cosmiques. Euh, Giffer, les trous noirs peuvent-ils être des accélérateurs de particules? Oui, ça pourrait. Alors, pas le trou noir en tant que tel, mais plutôt la matière qui tombe dessus. Voilà, je Ouais, suis revenu sur celui-là. exactement cette image-là. Ça, c'est une représentation d'artiste. Donc, en haut à gauche, au centre, le point noir, c'est un trou noir. Et autour, c'est de la matière qui tombe dessus, qui est absorbée par le trou noir. Mais au fur et à mesure qu'elle est absorbée, à cause de frottement, de friction, elle commence à chauffer. Et elle chauffe tellement qu'elle émet, ou du moins qu'on suppose, qu'elle émet du rayonnement à très haute énergie. On sait déjà qu'elle émet des photons à très haute énergie, des rayons gamma, et ça semble assez légitime d'imaginer que d'autres types de particules sont émis par ce type d'objet. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse claire. Donc effectivement, c'est pas le trou noir en lui-même qui, lui, quand la matière tombe dedans, elle tombe dedans, c'est la périphérie du trou noir. Exactement, oui. D'accord. Puis, Oui. il y avait encore Aquarelle qui demandait comment est-ce qu'on connaît la quantité de matière manquante par rapport à celle qui est visible. Alors, c'est en gros, on fait des calculs. On peut, par exemple, observer la vitesse de rotation d'une galaxie, puis on regarde la quantité de matière qui est visible. On fait le calcul en se disant, si toute la matière était celle qui est visible, à quelle vitesse devrait aller cette galaxie? Et on s'aperçoit qu'elle ne va pas du tout à cette vitesse-là. Mais par contre, que si la masse totale était 5 fois plus élevée, alors là, elle se déplacerait en effet à cette vitesse-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a observé ça sur les rotations de galaxies, mais aussi sur d'autres types d'objets, des amas, des amas de galaxies, le fond diffus cosmique d'ailleurs aussi qu'on avait mentionné tout à l'heure. Et à chaque fois, le comportement euh, ne marche que si la matière est 5 fois plus importante que ce qu'on voit. Et c'est à chaque fois ce facteur 5. Tiens, je te remets Ouais, exactement. la courbe de rotation si tu veux. Exactement. La courbe Trétillé qui est visible là, c'est ce qu'on s'attendrait si, si la masse de la galaxie était les étoiles qu'on voit. Elle a cette forme-là parce que il y a beaucoup plus d'étoiles au centre de la galaxie, donc il y a beaucoup plus de masse au centre, et plus on s'éloigne, moins il y a d'étoiles. Mais ce qu'on observe, c'est les points avec des barres qu'on voit en haut et qui suivent cette courbe blanche qui n'est pas traitée, qui est continue. Et du coup, c'est complètement différent. La galaxie tourne sur elle-même beaucoup plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. En fait, elle a l'air visuellement légère, mais elle bouge comme si elle était lourde.
Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a certainement un truc qui la rend lourde mais qu'on voit pas. Voilà, voilà. D'accord. Tiens, Gifero qui nous demande justement, est-ce qu'on a une idée de la distribution de ces rayons cosmiques par énergie et par unité de surface sur Terre? Ouais, Alors, euh, bouge pas. Hop là. volontiers. Je suis allé la récupérer tout à l'heure parce que Très volontiers, magnifique. j'étais sûr que tu en aurais besoin. Allez, je t'en prie. Magnifique. Je m'étais dit que non, mais voilà. Donc, oui. Alors, sur ce graphique, c'est la quantité de rayons cosmiques, justement, par mètre carré par seconde. Et à noter, ça, c'est une échelle qui est logarithmique. Donc, chaque trait, c'est un facteur 10. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à énergie, disons, intermédiaire, on a un rayon cosmique par mètre carré par seconde. Et à des énergies intenses, on a une particule par kilomètre carré par année, voire même vraiment à la toute fin, les énergies les plus extrêmes, c'est une particule par kilomètre carré par siècle. Donc elles sont très rares à ces énergies-là. Euh, donc ouais, Donc en fait, à très basse énergie sur la gauche, on en a plein, et plus l'énergie est élevée, moins on en trouve. voilà. Et on en trouve vraiment beaucoup moins parce que justement, euh, ouais, on a l'impression que c'est linéaire sur ce graphique, mais ça, c'est un graphique qu'on appelle logarithmique. Donc, on diminue de plusieurs ordres de grandeur. On peut voir sur la gauche, on a un 10 puissance 4 tout en haut et un 10 puissance moins 28 tout en bas. Donc, on, on a divisé par 10 32 fois. Donc Donc, c'est-à-dire que les particules qui sont en bas, le flux est 1000 milliards de milliards de milliards de fois moins intense que les particules qui sont tout en haut. ouais, voilà. Donc Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça me semble bien. donc on a intérêt à s'accrocher pour en détecter, hein, c'est ça. Oui, ouais, leur détection est assez compliquée, du coup. Et moi, ce que je trouve toujours dingue, alors c'est pas tant l'échelle verticale qui représente le flux, donc en gros la probabilité d'en trouver. Moi, ce qui me fascine, c'est toujours l'échelle horizontale, qui est une échelle en énergie. Et là, on arrive sur des énergies de 10 puissance 20, 10 puissance 21. Bon, électronvolts, c'est des énergies qui sont mais totalement en dehors des accélérateurs de particules qu'on utilise. C'est infiniment supérieur. Oui, oui. Et c'est du coup la grande question de qu'est-ce qui se passe là-haut dans le cosmos pour réussir à produire des énergies pareilles. Ouais. Donc pour dire, le LHC, le grand collisionneur du CERN, il nous fait du 10 puissance 13 sur cette échelle. C'est-à-dire qu'on est au milieu du graphe. Voilà. Et vous voyez que ça monte jusqu'à 10 puissance 20. Donc c'est 10 millions de fois plus intense que la machine la plus complexe qu'on a jamais construite en tant qu'humain, en tant qu'humanité. Qui est quand même, et un autre truc que moi je trouve assez dingue à ces énergies-là, c'est qu'on se retrouve avec une particule subatomique, un proton, qui a autant d'énergie que par exemple une balle de tennis, qui est une balle de tennis qui est composée de milliards de milliards de milliards de protons. Ouais, c'est complètement dingue. Voilà, ouais. C'est complètement fou. Bah, justement, on a Jean Burn qui demande sur la différence d'énergie de ces particules. Est-ce que c'est lié à une différence de nature des particules ou juste une vélocité croissante plus on va vers les grandes énergies? Est-ce que c'est une différence d'origine? Est-ce qu'il y a une différence entre les particules de droite qui sont rares et énergétiques et les particules de gauche qui sont fréquentes et pas très énergétiques? Alors, c'est sur leur nature exactement, c'est pratiquement tout des protons et des noyaux d'hélium. Donc D'accord. le type de particule ne change pas.
C'est vraiment une question de leur vélocité. Qui change, c'est probablement leur origine, parce que les particules à très haute énergie, on suspecte qu'elles viennent de dehors de la galaxie, tandis que les particules à énergie, disons, intermédiaire, ce que vous voyez sur le graphique, il y a un point qui est marqué ankle, ça veut dire la cheville. Si vous pouvez essayer d'imaginer une jambe dans ce graphique, si ça vous... Enfin voilà, moi j'y arrive pas. Mais... Bref, euh, toutes les particules qui sont avant ce point appelé la cheville, on suspecte que la majorité d'entre elles vient de l'intérieur de notre galaxie, tandis que celles qui sont à des énergies plus élevées viennent probablement d'ailleurs. D'accord, d'accord, ça marche. Euh, et justement, on a Onerio qui demande comment on a réussi à obtenir ce chiffre de une particule par siècle. Est-ce qu'il y a un mec qui a vécu toute sa vie pour observer une particule? Alors, bon, c'est un chiffre approximatif parce qu'on a, euh, on peut voir les Ah, derniers points pardon, sur le excuse-moi. graphique. Je te remets le graphique. Euh, Peut-être tu peux zoomer sur les derniers points. Ouais, alors bouge pas. Hop là, ici. C'est bon là? Ouais. Donc, on voit qu'il y a une barre autour des points. Ça, c'est l'incertitude. Et c'est une incertitude qui est assez élevée. Ça veut dire ça, on dit une particule par kilomètre carré par siècle. Ça pourrait être par demi-siècle ou ça pourrait être par 2 siècles. On ne sait pas trop. Maintenant, même avec ces chiffres-là, la question subsiste de comment est-ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas observé pendant aussi longtemps que ça. Donc, l'idée, c'est on prend une particule par kilomètre carré par siècle. Si on ne peut pas observer pendant un siècle, ben, on peut observer sur plusieurs kilomètres carrés. Eh Et il y oui. a un type de télescope qui utilise l'atmosphère comme un détecteur de particules. Et là, on peut avoir des surfaces de détection qui sont de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres carrés. Et là, du coup, on peut en observer plusieurs de ces particules à ces énergies-là, même si elles sont rares par kilomètre carré, parce qu'on a pris une surface de détection qui est absolument énorme. D'accord. Donc on finit toujours par s'arranger pour effectivement trouver ce qu'il faut. Voilà. Et d'ailleurs, truc intéressant, on ne sait pas si tout à la fin de ce graphique, si ça s'arrête pour des raisons physiques ou si ça s'arrête parce que nos instruments ne sont pas assez bons pour détecter des particules aussi rares. Hmm, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que le, en fait, la question, c'est est-ce que la limitation vient de l'univers ou est-ce qu'elle vient de nos instruments, en fait, c'est ça? Voilà. Parce qu'il D'accord. il se pourrait tout à fait qu'à à des énergies intenses, les particules soient tellement rares qu'on n'en ait en fait jamais encore détecté une. Parce que tout d'un coup, c'est une par millénaire ou ce genre de choses. Mais ça, c'est une question ouverte. D'accord. Ok. J'étais en train de chercher le télescope S pour montrer un peu à quoi ressemblaient ces ensembles Je de. je l'ai sur le collage. Ah, tu l'as sur le collage. Eh bien, écoute, on va Ouais, regarder le collage. Ici. Voilà. Tac. Voilà. ouais, super. Donc là, j'ai mis ensemble quelques détecteurs de particules, quelques détecteurs de rayons cosmiques. Puis en bas à gauche, on a le télescope S, qui est dans le désert de Namibie, et qui justement utilise l'atmosphère comme un détecteur de particules. Un rayon cosmique qui va frapper l'atmosphère, il va créer ces gerbes qu'on avait discuté tout à l'heure, et la lumière émise par ces gerbes, ça repose sur l'effet Cherenkov d'ailleurs, euh, la lumière émise par ces gerbes peut être détectée par ces télescopes assez spéciaux. Peut aussi la queue de la gerbe, la douche, peut aussi être détectée par ces espèces de containers qu'on voit en haut à Ah, droite.
pardon. sur le détecteur Hawk. Tiens, je voulais te Ouais, montrer la lumière qui est générée par ces ouais, particules, exactement. voilà, euh, Exactement. qu'on qu'on trouve ici. Voilà, c'est-à-dire que c'est le rayon primaire, quand il fait sa douche de particules, ça émet en plus de la lumière, et donc ces détecteurs captent pas les particules, mais la lumière créée par ces particules quand elles se créent dans l'atmosphère. Voilà. D'accord. Avec la petite précision, c'est de la lumière ultraviolette. Donc, on ne la voit pas à l'œil nu. C'est aussi pour ça qu'il faut des instruments un peu spéciaux. D'accord. Et donc tu disais, on a les cuves au Mexique. Ouais, ces cuves, c'est quand on va voir les dernières particules de la gerbe qui peuvent entrer dans la cuve et produire à l'intérieur de la cuve la même lumière que dans l'atmosphère, mais cette fois dans un environnement un peu plus contrôlé. Donc, ça ne ressemble pas à grand-chose, cette image en haut à droite, mais c'est en fait un détecteur de rayons cosmiques. D'accord. C'est pas toujours funky. Alors justement, en SLAD dit, mais si ça augmente avec l'altitude, est-ce qu'on pourrait pas détecter ça du coup depuis l'espace? Oui, parfaitement. Parfaitement. Donc là, on a à l'image le spectromètre magnétique alpha dans ces deux versions. La première a été transportée dans l'espace dans la soute de la navette spatiale. Ouais, de la navette spatiale. Mhm. Elle est restée dans la soute. Puis après, ils ont fait une deuxième version de ce spectromètre, plus grosse, plus performante, et qu'ils ont installée sur la Station spatiale internationale. Vous le voyez en haut à gauche. Et là, ça nous permet vraiment de détecter le rayon cosmique directement, donc avant qu'il fasse l'interaction dans l'atmosphère, on le détecte dans des matériaux. L'expérience sur laquelle je travaille, qui s'appelle DAMPE, c'est un satellite. Donc là, c'est plus ou moins sur le même principe que le spectromètre magnétique alpha, mais à la place de s'attacher sur la station spatiale, on s'est mis directement dans un satellite dédié sur sa propre orbite et on observe les rayons cosmiques directement dedans. Le désavantage, c'est qu'ils sont plus petits parce qu'une fusée, c'est assez cher et ça ne peut pas transporter des matériaux énormes. Donc, on a un volume de détection qui est réduit par rapport à ces observatoires terrestres. Pour dire, là, la surface de détection d'AMPE, il faut compter plutôt 1 mètre carré, à comparer avec ces grands télescopes qui avaient des surfaces de détection de plusieurs kilomètres carrés. D'accord. Mais Alors, par vous contre, rappelez le nom du satellite, c'est DAMPE, le Dark Matter Particle Explorer, DAMPE. et justement, alors tant qu'on est dans l'espace, juste avant de revenir sur le satellite sur lequel toi tu travailles, il y a Gifureux, quand tu parlais de l'ISS, qui demandait est-ce que ces rayons cosmiques sont dangereux pour les astronautes dans l'ISS, par exemple, ou pour les Alors, satellites? oui et oui. Euh, donc, pour les satellites, la réponse simple, oui, ça peut griller l'électronique. Maintenant, ce qui est vraiment dangereux, c'est les rayons cosmiques à plus basse énergie, parce qu'ils sont très, très, très nombreux. Ils nous viennent directement du Soleil. Euh, ils peuvent griller l'électronique des satellites simplement. Et pour les humains, en effet, c'est un risque extrêmement élevé. C'est aussi pour ça qu'on évite les séjours trop longs dans la Station spatiale internationale. Et ça représente d'ailleurs aussi un risque pour les pilotes de ligne qui volent à des altitudes suffisamment élevées pour recevoir des rayons cosmiques. Donc, tant les pilotes de ligne que les astronautes encore plus, prennent une dose de radioactivité due aux rayons cosmiques qui est très élevée. C'est aussi une limitation considérable pour la conquête spatiale. Parce que si on veut établir une base permanente sur la Lune ou si on veut un jour aller sur Mars, on va devoir considérer les rayons cosmiques et leurs effets sur la santé. Parce qu'effectivement, sur Terre, on a le champ magnétique terrestre qui dévie au moins une partie de ces rayons cosmiques,
alors que sur la Lune ou sur le Mars où il n'y a pas de champ magnétique, on se prend la douche entière. Voilà, il y a à la fois le champ magnétique et l'atmosphère. Et l'atmosphère. Mais pas d'atmosphère sur la Lune, une atmosphère très faible sur Mars. Du coup, effectivement, en termes de dose et de rayonnement, c'est assez important. Et il me semblait avoir entendu aussi que les pilotes alors, ne recevaient pas une dose à altitude égale, ils ne recevaient pas une dose identique. Ceux dont les vols passent régulièrement au-dessus des pôles, eux prenaient une dose plus importante, puisque comme le champ magnétique fait un espèce d'entonnoir au niveau des pôles, bah, ça concentre beaucoup plus de particules, alors que ceux qui restent sur des vols à l'équateur, à même altitude, le bulbe du champ magnétique les protégeait un peu mieux. Donc en plus, il y a la question de où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils passent. J'avais un collègue pilote qui me disait on peut tout à fait, par exemple, faire pendant quelques mois des vols polaires pour aller de Paris jusqu'à New York. Et puis quand le dosimètre nous dit qu'on a pris la dose de l'année suffisante, hop, on est dévié sur d'autres vols qui vont être plus safe en termes de prise de dose. D'accord, ok. Ouais, tiens, ça je savais pas. Intéressant. Et, et, euh, et donc il disait un gros risque de cancer alors, et pour les voyages par exemple sur Alors, Mars. Yo ouais, qui me disait ça. donc, donc ça, tout à fait. Tout à fait. Euh, et puis, Encelade qui parle des flashs dans les yeux. Oui, j'ai rencontré l'astronaute Claude Nicollier, qui est allé plusieurs fois dans l'espace. Et lui m'a dit clairement qu'il observait ces flashs directement dans les yeux. Ça, faut imaginer, ça doit être assez particulier, un flash directement dans ton œil, qui est causé par une interaction d'un rayon cosmique dans l'œil. D'accord. Comme en fait la lumière que tes télescopes Cherenkov utilisent sur Terre finalement, hein. C'est un peu la même chose Voilà. Sauf que là, la lumière, au lieu d'être produite dans un objet devant toi, elle est produite directement dans ton œil. dans ton œil. Et je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça doit être bizarre quand même. Altasio Alors, demande si l'ISS a un blindage contre ça. alors, il me semble que oui. Je ne connais pas les détails de fabrication de l'ISS, mais ils doivent avoir des techniques de mitigation En fait, contre la radioactivité. En fait, tous les modules sont pas blindés de la même manière. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'un blindage, bah, du coup, par principe, c'est lourd. Et si c'est lourd, bah, c'est compliqué à mettre en orbite. Donc c'est bien d'avoir du plomb, sauf que va mettre une station blindée au plomb. Pour l'instant, il n'y a pas de fusées qui existent qui sont capables de sauver des tels trucs. Et en cas, par exemple, d'éruption solaire, et donc ces particules font partie de ce que tu disais, les rayons cosmiques de basse énergie. En cas d'éruption solaire, quand on sait les prévoir quelques jours à l'avance, il y a un ou deux modules de l'ISS dont le blindage est plus important et plus efficace et où on peut demander accessoirement aux astronautes d'aller se réfugier pendant quelques heures, voire un jour, pour laisser passer ce flux de particules avant de reprendre leurs activités. Mais ça, c'est quand le Soleil est très actif, c'est-à-dire pas pour l'instant. Ok, ok. Donc le blindage n'est pas tout ça. Et avec de l'eau dans les murs, ça arrête. Euh, Alors, l'eau arrête extrêmement bien les particules, sauf que l'eau, c'est très lourd. Toujours Donc, pareil, le même problème. mettre, ouais, mettre de l'eau en orbite, c'est difficile. On a des matériaux légers, des types plastiques, qui ont, disons, le matériel idéal, il est léger et il a une probabilité d'interaction élevée avec les particules. Il y a certains types de matériaux qui ont les deux. Ceux qui sont Euh, oui, des plastiques riches en hydrogène. oui, il me semble, ouais. Ouais. Qui Des... du coup servent comme un blindage assez efficace. C'est tout le problème de ce qu'on appelle la radioprotection, qui est valable aussi bien sur Terre que dans l'espace, c'est-à-dire comment protéger un corps humain de ce genre de rayonnement, et donc en particulier de particules. Et c'est quelque chose qui est loin d'être simple dans tous les cas, c'est vraiment une science à part entière, dont on parlera peut-être un autre jour si j'essaierai de vous trouver quelqu'un pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir Je, sur... Oui, 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 je t'en prie. je voulais remonter un peu dans l'historique du Bien chat sûr. pour deux, trois questions. S'il y avait Penelope qui avait posé la question sur
l'influence des rayons cosmiques solaires sur la météo terrienne. A priori, il n'y a pas d'influence, mais il y a certaines recherches qui pensent que les interactions de rayons cosmiques dans l'atmosphère pourraient faciliter la formation des nuages. Il me semble que ça s'appelle l'expérience Cloud qui se passe au CERN. Qui avait été faite au CERN. Donc il y a cette question-là, question ouverte. Altasio avait demandé qu'on calcule les vitesses de rotation des galaxies si on utilise la relativité générale ou la vieille mécanique de Newton. Alors, les premiers calculs, c'était avec la mécanique de Newton. Le truc, c'est qu'on utilise la relativité générale. À cette échelle-là, on obtient la même chose, en fait. La différence entre la mécanique de Newton et la relativité générale n'est pas visible, en fait, à ces échelles-là. La relativité générale, on s'en sert uniquement dans les champs gravitationnels forts, intenses, et en ce qui concerne une galaxie, on est très très loin d'un champ gravitationnel qu'on considérait comme intense. Donc l'une et l'autre donnent les mêmes résultats. Voilà. Est-ce que tu avais encore des questions que tu avais vues dans le chat? Non, je crois que j'ai tout rattrapé. On avait Encelade qui proposait aussi de faire autour du vaisseau un champ magnétique artificiel. Alors, mais ça pose d'autres problèmes de santé, je ne pense pas. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Le petit problème, c'est que la machine pour générer C'est un ça. champ magnétique, la taille de la station spatiale, Et puis pour l'alimenter, voilà. on a intérêt à emmener la centrale nucléaire derrière le vaisseau spatial. Ouais, Ça risque d'être. ce serait pas mal, mais c'est toujours le même problème dès qu'on veut aller dans l'espace, c'est que dès qu'un objet est lourd, on peut pas l'amener. C'est toujours compliqué. Je te proposais, si tu voulais, de revenir sur ton travail à toi, parce que c'est vrai que l'heure avance pas mal. Et juste pour terminer un petit peu sur Dampé, et puis si tu voulais juste nous terminer en disant qu'est-ce que toi tu fais en particulier, parce que on a vu que tu travaillais sur ce satellite, qui est un satellite chinois, hein, si je ne m'abuse. C'est un satellite chinois, en effet. Chinois. Et du coup, qu'est-ce que toi tu fais en particulier dans ce projet, dans ce programme? Ok, donc, alors, il est en opération depuis fin 2015 et depuis, il enregistre au fur et à mesure les rayons cosmiques qui arrivent. Donc, ça, a priori, les informations qu'il enregistre, c'est seulement des signaux électroniques, des signaux électriques. Ouais, alors l'image là, c'est une représentation d'à quoi ressemble l'interaction d'un rayon cosmique dans notre satellite. On a un rayon cosmique qui vient d'en haut et qui traverse un système de 3 détecteurs. On en a un quatrième, mais enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Elle traverse ces couches de 3 détecteurs et chaque détecteur va fournir des informations différentes sur ce rayon cosmique, surtout en comparant les informations de ces 3 détecteurs entre elles. Donc le rayon cosmique va arriver depuis en haut et va faire une interaction. Ça va faire comme une gerbe aussi, la même chose que dans l'atmosphère, mais au sein de métaux, de semi-conducteurs. Peut-être tu peux montrer l'image Bien sûr. des semi-conducteurs. Donc ça, c'est comment ça ressemble à l'intérieur. Ça, c'est l'un de ces 3 détecteurs, qui est le détecteur à traces, qui nous permet de savoir d'où venait une particule, quelle était sa direction, qui nous permet aussi de mesurer sa charge électrique. Il a été assemblé à l'Université de Genève. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est des couches de silicium. Et quand une particule les traverse, ça émet un courant électrique à l'intérieur qu'on peut détecter. Une Comme, fois qu'on a ces... Oui, non, j'allais dire comme des pixels en fait, ça allume un pixel là où la particule passe, c'est ça en gros? oui, exactement. D'accord. Exactement. Une fois qu'on a ces signaux électriques à l'intérieur, il faut reconstruire la physique, en gros. Il faut partir de l'électronique pour arriver au genre de graphique, au genre d'image qu'on a vu avant.
Moi, ce que je fais en particulier, c'est identifier parmi toutes ces particules qui frappent le détecteur, lesquelles sont des électrons. En fait. La majorité, c'est des protons. Il y a beaucoup de noyaux d'hélium aussi, mais il y a aussi une proportion d'électrons. Pourquoi ça intéresse? Parce que chaque type de particule peut faire apporte différentes informations sur le cosmos, sur l'origine, sur les modes de propagation, sur l'environnement spatial. Puis moi, en particulier, je m'intéresse aux électrons, qui sont assez difficiles à détecter justement parce qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils n'ont pas des énergies aussi élevées que les protons. Et pour les détecter, je suis en train de développer un système à base d'intelligence artificielle pour analyser les signaux dans le détecteur et pouvoir dire, voilà, ça c'est un électron. Et du coup, savoir combien d'électrons on a détectés en 5 ans, ce qui nous permet de savoir combien d'électrons on a par unité de temps, par énergie. D'accord. Donc toi, ton travail vraiment en particulier, ça va être de traduire l'électronique en physique, c'est ça? Voilà, en gros, ouais. D'accord. Donc du coup, j'imagine que c'est un travail c'est un travail que tu fais, tu le disais tout à l'heure, depuis 4 ans. Ouais, C'est un travail qui a priori se termine pas avec toi, hein, c'est ça? C'est-à-dire que tu en fais une partie, mais après ça continue, c'est ça? voilà. Donc, je suis surtout en train de développer une méthode pour identifier les particules. Et puis après, cette méthode va être utilisée pour produire les différents résultats. Mais ça, c'est des résultats après 5 ans d'analyse sur notre expérience. Mais l'expérience, il se pourrait qu'elle dure encore 5 ans de plus. Donc d'ici 5 ans, on pourrait encore améliorer la méthode, republier les résultats. Et après, il y aura encore d'autres expériences plus perfectionnées qui sont en train d'être construites, qui seront mises sur orbite un jour ou D'accord. l'autre. On a Pénélope là qui pose une question intéressante. C'est vrai que tu cherches des électrons. Alors c'est vrai que dans la matière classique faite d'atomes, des électrons, il y en a plein. Il y a que de ça quasiment. Et du coup, une question toute simple. Qu'est-ce qui arrive à ces électrons une fois une fois qu'ils sont dans ton détecteur? Alors, quand ils sont dans le détecteur, ils vont commencer par venir frapper un atome, ce qui va créer aussi ce genre de réaction en gerbe, comme on a vu tout à l'heure. La gerbe, elle va avoir une forme assez spécifique due aux électrons, ça va pas être la même forme que les protons. Et puis, petit à petit, chacune des particules en dessous de la gerbe va avoir de moins en moins d'énergie, jusqu'à un point où l'électron va pouvoir être absorbé par la matière. Donc, D'accord. peut y avoir des différentes réactions nucléaires qui vont faire que l'électron sera absorbé par un atome. Ça peut par exemple ioniser un atome qui aura une charge négative parce qu'il aura un électron en trop. Euh, D'accord. C'est-à-dire que ce genre de choses. l'électron va finir par se mélanger à l'océan d'électrons de la matière classique. Oui, oui, parfaitement. D'accord. D'accord. Et devenir un électron normal. On a Altasio qui demandait avec une chambre à brouillard, est-ce qu'on peut voir des rayons cosmiques? Alors, oui, Alors parfaitement. je suis allé en chercher pendant que tu parlais. Hop, ici. Voilà, je t'en prie. Là, on le voit. Voilà, on le voit Voilà, très bien. On en voit deux, un au début et un à la fin. Et un au milieu même. Ouais, il y en a plusieurs. voilà, donc, euh, ouais, une chambre à brouillard, c'est une chambre, c'est un appareil qui fait plus ou moins la taille d'une table, dans lequel il y a une vapeur d'alcool qui est saturée. Et quand une particule traverse cette vapeur d'alcool, ça va créer un espèce de nuage, en fait. Là, ce qu'on voit à l'écran, on voit plein de traits. Chacun de ces traits, c'est une particule.
La plupart de ces traits viennent de la radioactivité ambiante, de la radioactivité terrestre, mais on peut voir deux rayons cosmiques. Genre, je Bah, ne peux pas dire c'est les, quand le début, c'est quand la fin, les, mais il y a des traits qui sont longs, fins et pratiquement tout droits. Et ça, c'est des rayons cosmiques. Ils sont pratiquement tout droits justement parce qu'ils ont une énergie très élevée, ce qui fait qu'ils ne sont pas déviés dans la matière. les traits qui sont très fins mais tout biscornus, c'est des électrons. Les traits qui Ouais. sont courts et épais, ça c'est des particules alpha, donc c'est des noyaux d'hélium. Et donc ceux qui restent, donc les grands fins longs, ça c'est tes cosmiques à toi en fait. C'est des cosmiques. Ça peut être des protons, ça peut être des muons, mais ceux qu'on voit bien, il me semble être un peu trop gros pour être des électrons. Mais si on regarde bien, il y a aussi des traits qui sont pratiquement tout droits, mais très fins. Et Ça peut être des ça, électrons cosmiques. ça peut être des électrons, des positrons, ça peut aussi être des muons. Alors, Atomalergue qui demande c'est pas à vitesse réelle, c'est à vitesse réelle ça. C'est d'ailleurs, il y a différents endroits où on peut voir comme ça des chambres à brouillard pour observer en temps réel la radioactivité ambiante, dont au sol, si je ne me trompe pas, hein, corrige-moi, mais je crois que c'est environ 15% de la radioactivité ambiante au sol qui est constituée de rayons cosmiques, donc c'est pas Euh, négligeable. J'avais vu un poste de l'IRSN il n'y a pas longtemps alors, qui le donnait ça. chiffre, je l'ai pas. Ouais, Je sais que c'est assez considérable. ouais, Euh, j'avais l'Institut de radioprotection, l'IRSN, et de ouais. sûreté nucléaire, qui effectivement avait donné ce chiffre de 10 à 15%. Et, et c'est assez fascinant de regarder ces chambres à brouillard et de voir visuellement ce grouillement de particules qui est autour de nous, qui est invisible, et de pouvoir le voir devant nous sous les yeux, c'est très impressionnant. Alors, moi, je pourrais regarder ça pendant des heures, Ah très mais honnêtement. c'est fascinant, c'est fascinant. De mémoire, alors il y en a certainement ailleurs, mais je sais qu'il y en a un à Grenoble, à l'observatoire de Grenoble. Et puis j'en avais vu un autre aussi à Modane, puisqu'on y étudie aussi la matière noire, et on met des détecteurs sous la montagne pour pas qu'il y ait de rayons cosmiques justement qui viennent péter les détecteurs. Et donc je sais que à Modane aussi ils avaient une chambre à brouillard, mais on en trouve dans différents instituts effectivement qu'on peut visiter les jours de la fête de la science par exemple. En Suisse, tu dois certainement en avoir Oui, aussi. alors typiquement au CERN, il y a un musée et ils en ont une. D'accord, d'accord. Je vois, Oui. je vois deux questions. Mhm. Giffereux qui demande il y a des antiprotons cosmiques. Alors, j'avais mentionné le positron qui est l'anti-électron. Il y en a une quantité assez considérable, mais il y a aussi des antiprotons cosmiques. Donc, il y a dans le rayonnement cosmique, la plupart des particules, c'est des particules de matière normale, mais il y a une fraction de particules d'antimatière, donc des positrons, des antiprotons, et du coup, c'est assez intéressant de les étudier en tant que tels, justement parce que c'est de l'antimatière, et ça pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'elles sont produites. Puis, je vois Altasio qui demande si quand on met un aimant sur une table, ça dévie le rayonnement cosmique. Je vais dire oui, mais on ne le verrait pas, parce que le rayonnement cosmique, donc c'est à très haute énergie, ça veut dire que ça va très vite, et donc le rayon cosmique qui passe, il va être très peu dévié. D'accord. Et ben justement, il y a Gabriel là qui doit y aller. Effectivement, je viens de regarder l'heure, c'est fou parce qu'il est déjà 19h10 et c'était vraiment passionnant. Enfin, c'était vraiment très très agréable de t'entendre nous raconter tout ça. Je pense qu'on est arrivé à peu près au bout. Effectivement, il va falloir aller préparer à manger. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ou est-ce qu'on a à peu près couvert rapidement le sujet? Dis-moi. Euh, non, pour ma part, je crois que j'ai plus ou moins Et tout ah tiens, dit. tu travailles donc avec un satellite chinois.
Du Ouais, coup, collaboration internationale, est-ce que ça t'a permis d'aller en Chine pour voir bah, tes tiens, homologues de l'autre côté? ouais. Ouais. Alors, tiens, tu poses cette question, puis pile en ce moment, il y a Encelade qui pose une question dans le même sujet. Ah bah oui, Euh, voilà. ouais, alors, Dampe, c'est une collaboration Chine, Italie, Suisse. Ouais. Et en effet, j'ai pu aller à 2 reprises en Chine. Donc, bon, avant toutes ces histoires de Covid, on faisait 1 à 2 réunions de toute la collaboration par année. C'était des réunions en physique, Présentiel. en live, en présentiel. Euh, donc, on se voyait soit en Europe, soit en Chine. J'ai pu y aller à 2 reprises, une fois à Nankin, une fois à Lanzhou, euh, pendant quelques jours pour justement coordonner toutes les activités de la collaboration. D'accord. D'accord. Donc ça permet en plus de... Faites des tests, ça permet de voir du pays. Oui, oui. Alors, c'est l'avantage de la recherche scientifique. On visite des places exotiques et puis on publie des papiers. Il y en a un des deux C'est plus qui est intéressant que l'autre, ouais, c'est hein. ça qui est plus rigolo. D'accord, ça marche. Bon, bah écoute, je voudrais vraiment te remercier, hein. C'était vraiment passionnant. Euh, Merci beaucoup, David, d'avoir été notre invité pour ce soir, de nous avoir parlé de ces fameux rayons cosmiques. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir posé toujours autant de questions. Juste avant qu'on se quitte, donc je vous rappelle pour cette semaine, donc on continue le programme classique, donc avec le mercredi où on poursuit notre programme médiateur at home. Donc ça aussi c'est un médiateur seul du planétarium de Vaux-en-Velin qui est avec vous et qui vous parle du ciel ou qui joue avec vous. Et puis le vendredi, c'est Camille, ma collègue, qui vous retrouvera avec YouTuber at home aussi, donc avec un ou une vidéaste pour discuter aussi du monde qui nous entoure. Cette semaine, mercredi, ce sera Camille qui sera avec vous. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, le mercredi, parce qu'on avait commencé à faire un live sur les constellations, et puis il y avait tellement de questions que du coup on s'était dit qu'on en ferait un. Donc cette semaine, mercredi, médiateur atome avec Camille, et la semaine prochaine, on reprend les constellations le mercredi aussi. Voilà, je Voilà, pense voilà. qu'on a tout fait. Merci beaucoup donc à toi, et puis bah, écoute, bonne continuation. Quand tu finis ta thèse et que tu la publies, si tu veux me l'envoyer, et si elle est lisible, on pourra au planétarium la mettre aussi pour les personnes qui voudraient la lire, parce qu'il y en a peut-être qui seraient intéressés pour ça. Donc n'hésite pas à nous l'envoyer, ce sera avec plaisir qu'on la lira. Voilà. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, pour cette opportunité. C'était assez fun. Ben, j'aime beaucoup parler de ma recherche. Tous les gens du chat, je crois que j'ai loupé aucune question. Donc, merci pour les questions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Enfin, à ce que je lis, visiblement, c'était le cas. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et puis bonne continuation à toi, bonne continuation à tous, continuez à regarder le ciel et à rester curieux. Merci à tous et au revoir.